Les Burkinabés sont toujours sous le choc après l'attaque djihadiste qui a fait 29 morts et une trentaine de blessés. Le Premier ministre malien en visite à Ouagadougou s'est rendu sur les lieux du drame. L'émissaire de l'ONU, Martin Kobler, était de nouveau en Libye pour soutenir la création d'un gouvernement d'union nationale dont l'annonce de la composition a été reportée de 2 jours. Et puis Cotonou accueille la 5e édition des Journées du Textile JTS, initiée par l'entreprise de mode La Perle Noire. Le thème de cette année est intitulé Mode, développement et nouvelles technologies. Une trentaine de personnes ont perdu la vie dans cette tragédie qui endeuille le Burkina Faso. À peine le pays sort d'une crise politique historique qu'un raid djihadiste le frappa. L'opération a été perpétrée au cœur de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. La population est sous le choc. Nous serons plus vigilants, mais ça ne peut pas nous empêcher de vivre avec nos autres frères ailleurs, que tu sois noir ou blanc, que tu sois chrétien ou musulman. C'est mal arrivé, c'est le mauvais moment, parce qu'on n'en avait pas besoin. Parce qu'on sort d'une crise qui nous a franchement affaibli sur tous les plans. Maintenant que ça c'est venu, nous sommes un pays enclavé, nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Maintenant que ça arrive sur le plan économique, ça va jouer, on va prendre un coup. Nous sortons d'une crise, les moyens franchement on n'en a pas. Les moyens qu'on devait prendre pour utiliser pour développer le pays, c'est ce qu'on va utiliser maintenant pour mettre dans l'armement. Franchement c'est... Les victimes seraient de 18 nationalités différentes, d'après une source sécuritaire burkinabé. Pour le Premier ministre malien qui s'est dépêché sur les lieux, il faut une coopération avec le Mali. Il sera épaulé par son homologue du Burkina. Il est donc de notre devoir de venir ici exprimer notre compassion et dire que nous sommes décidés à aller ensemble, main dans la main, pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Je pense qu'il y a une volonté politique très forte de la part des 2 États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme, qui est un phénomène maintenant transnational qui touche tous nos pays. Cette attaque constitue un défi pour le pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré, récemment élu à la tête du Burkina. Il a appelé le peuple burkinabé au courage, à la vigilance et un deuil national de 72 heures s'observe depuis ce dimanche. Dans un nouveau bilan rendu public dans la soirée du samedi, le ministre burkinabé de la Sécurité intérieure Simon Compaoré a fait part de 29 personnes tuées et une trentaine de blessés. Par ailleurs, 176 personnes ont pu être secourues. Parmi les rescapés figure le ministre du Travail, Clément Sawadogo. L'hôtel Splendide, le restaurant Cappuccino et des établissements voisins fréquentés par des Occidentaux et des employés des Nations Unies au cœur de Ouagadougou ont été visés par un raid djihadiste dans la soirée de vendredi. La plupart des tués sont des Blancs et au moins 5 Burkinabés figurent également parmi les victimes. D'après une source sécuritaire burkinabé, les victimes seraient de 18 nationalités différentes. 6 Canadiens, 2 Français, 2 Suisses et 1 Américain figurent parmi les morts. Les corps de 3 djihadistes, tous des hommes très jeunes, ont été identifiés. Ils ont péri au cours de l'assaut mené durant une douzaine d'heures par les forces de l'ordre burkinabé, appuyées par des forces spéciales françaises et américaines. L'action a été revendiquée dans la nuit par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, qui l'a attribué au groupe Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar. Cette nuit, au Burkina Faso, pays qui est lié à la région autrefois Limousin, à Ouagadougou, dans cette capitale de l'Afrique de l'Ouest, des terroristes ont assassiné lâchement 27 personnes, dont 7 femmes, un enfant. Et ces terroristes voulaient une fois encore créer l'horreur. Ils sont allés dans plusieurs établissements, hôtels et restaurants, et il a fallu
que les forces armées du Burkina Faso, appuyées par les forces spéciales françaises, et je veux ici saluer leur courage, il a fallu que ces éléments militaires puissent intervenir pour libérer 120 otages, qui sans doute auraient connu un sort cruel. C'est dans la liesse que les populations de Logozonkwa et ses environs ont accueilli la délégation de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le ralliement de certains députés de l'AND à la mouvance, un acte considéré par le député Valentin Aditi-Khoulé comme une trahison. Autre point saillant de ces assises, les œuvres sociales réalisées par l'homme de Djefa, Sébastien Adjavon. Nous avons préféré jeter notre dévolu sur quelqu'un qui a le sens du partage, qui ne veut pas être heureux tout seul. Sébastien Adjavon, il a distillé sur toute l'étendue du territoire national une partie de sa richesse. Sébastien Adjavon, il a la crainte de Dieu. Du côté des militants, ces derniers ont réitéré à l'AND leur soutien indéniable dans toutes ces batailles. L'heure n'est plus à l'erreur. C'est pourquoi le bureau politique de l'Alliance Noble Cause, après moult réflexions et une large concertation, a décidé en toute responsabilité de suivre le chemin tracé par notre leader charismatique, le seul et l'unique, l'honorable Valentin Aditi-Khoulé. Nous vous retirons notre engagement de mouiller davantage le maillot pour des victoires nouvelles. Je demande à toutes les femmes du Bénin à se joindre à nous pour soutenir les actions du président de l'AND, Monsieur Valentin Aditi-Khoulé, le seul et incontestable président de l'Alliance. L'événement fut également l'occasion pour le président de l'AND de présenter les vœux de la nouvelle année à ses militants et sympathisants résidant à Logozonkwa. La cérémonie s'est déroulée au rythme d'une intense animation folklorique et d'une forte mobilisation humaine. À l'appel du président du RND, ils ne se sont pas fait prier, les électeurs de la 22e circonscription électorale. La mobilisation était au rendez-vous pour s'enquérir du mot d'ordre à suivre dans le cadre de la présidentielle du 28 février. Le bureau politique et le bureau exécutif du RND, réunis en session extraordinaire le vendredi 15 janvier 2016, ont estimé que la seule candidature à même de garantir l'unité nationale et l'enracinement de la démocratie est celle de M. Lionel Zissou. La nouvelle a plutôt été favorablement accueillie. Mais comment le parti en est-il arrivé à un tel choix? Face à la grande qualité des candidatures présélectionnées, le choix s'est fait en définitive plus par élimination. À la cause, le président du Rassemblement national pour la démocratie invitera à une plus grande adhésion. Il est important de reconnaître que l'homme providentiel n'existe pas et qu'aucun homme, fût-il le plus intelligent, le plus brillant, le plus riche, ne pourra sauver à lui seul notre pays, le Bénin. C'est ensemble que nous le ferons. Le choix opéré sera ensuite porté à l'attention du premier chef coutumier de la localité, le roi de Kétou, qui apportera sa bénédiction au fils du terroir, renvoyant toutefois la balle dans le camp des électeurs. Nous allons parler maintenant d'Internet parce que c'est une donnée qui devient fondamentale, même si ça peut prêter à discussion. On peut dire qu'Internet a aboli les frontières
et c'est devenu le premier centre commercial du monde, avec un potentiel de 3 milliards de consommateurs. Les marques de mode ont très vite compris, les grandes marques de mode ont très vite compris l'important d'être présent sur le net et de vendre. Et aujourd'hui, le e-commerce, même s'il est encore minoritaire, les gens vont encore en boutique acheter des vêtements, mais le e-commerce gagne de plus en plus de parts de marché par rapport au commerce traditionnel. Il y a moins de 20% d'Africains qui sont connectés à Internet. Ça veut dire comment voulez-vous faire du e-commerce si vous n'êtes pas connecté à Internet? Deuxième problème, c'est que le taux de bancarisation, c'est-à-dire les gens qui possèdent un compte en banque ou une carte de crédit, est encore très faible. Or, pour payer sur Internet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut forcément un mode de paiement électronique. En Afrique, il n'y a pas de barrière. Vous voyez bien les hommes qui portent du rose, du jaune, et puis ils sont contents, mettent de l'or. Vous voyez, on vit dehors, donc on a besoin d'autre chose. En Europe, on vit beaucoup plus à l'intérieur parce qu'il fait froid. Ici, nous sommes dehors. Donc c'est notre expression, c'est notre manière de vivre, c'est toute notre culture, le textile et le port. Donc, et les hommes, ils ont bien le chapeau quand ils portent la tenue traditionnelle et qu'ils choisissent le chapeau bien brodé avec un rappel de la couleur du vêtement. Vous ne voyez pas que c'est chic? Mais moi, je préfère ça au costume européen. C'est ici qu'on teste les voitures du futur. La ville artificielle de MCT dans le Michigan permet aux constructeurs de tester les derniers modèles de voitures sans conducteur. Autoroute à 4 voies, ronds-points, voies de chemin de fer. Tout est fait pour imiter au plus près les conditions réelles de circulation. Ici, on teste des scénarios difficiles en toute sécurité. Quand vous cherchez à tester si oui ou non votre système va détecter un piéton ou un cycliste, vous ne voulez pas mettre en danger de vraies personnes et vous ne pouvez pas le faire de façon répétée. Ford fait partie des entreprises qui utilisent MCT pour tester leurs voitures. Ici, par temps de neige. Une météo particulièrement délicate pour les capteurs laser, essentiels aux voitures pour recréer en images leur environnement. Notre voiture ne se contente pas de sonder la surface de la route pour se repérer. Nous construisons par avance une carte en 3D de l'environnement et si en repassant la surface est illisible, nos algorithmes utilisent les repères au-dessus du sol afin de savoir où nous sommes. MCT permet aux constructeurs automobiles de tester leurs voitures jour et nuit dans différents scénarios, avec un exercice particulièrement redouté, le rond-point. L'un des passages difficiles de MCT, c'est le rond-point. Aux États-Unis, ils ne sont pas si fréquents. Ils commencent à voir le jour, mais honnêtement, les Américains ne savent pas vraiment les aborder. Et ils sont également très compliqués à négocier pour les voitures autonomes. Une douzaine de constructeurs utilisent aujourd'hui les 13 hectares de MCT, mais selon certains experts, il faudra encore une vingtaine d'années pour que le grand public puisse s'offrir des voitures autonomes.